Mehdi Ben Barka, le panafricaniste qui défia les États-Unis. À la veille de son enlèvement et de son assassinat, il présidait le comité préparatoire de la conférence de la Tricontinentale qui devait réunir à La Havane, en janvier 1966, les représentants des mouvements de libération des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Figure intellectuelle et politique du mouvement anticolonialiste, Mehdi Ben Barka est assassiné près de Paris, le 29 octobre 1965, à l'âge de 45 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mehdi Ben Barka est issu d'une famille de la classe moyenne. Il fait partie des rares enfants marocains à pouvoir accéder aux études. Sa curiosité sans limite et sa soif d'apprendre l'ont poussé à forcer avec pugnacité la porte de l'école qui s'est finalement ouverte pour lui. Rappelons que durant les années 20, 30 et 40, plus de 98% d'enfants marocains n'avaient même pas accès à l'école élémentaire. En tout état de cause, Mehdi Ben Barka est reçu au baccalauréat avec mention très bien, à une époque où le Maroc ne comptait qu'une vingtaine de bacheliers par an. Bien entendu, tous issus de la classe bourgeoise. À l'âge de 14 ans, dans le contexte des luttes des populations berbères contre l'ordonnance du 16 mai 1930, Mehdi Ben Barka adhère au Comité d'action marocaine, le premier mouvement politique du protectorat. À 17 ans, il rejoint le nouveau Parti national pour la réalisation des réformes qui deviendra plus tard le Parti de l'Istiklal. En 1940, il débarque à Alger pour y poursuivre des études de mathématiques où il fréquente les militants et dirigeants du Parti du peuple algérien, PPA, qui a succédé à l'étoile nord-africaine de Messali Hadj, dont la base de son programme est l'unité du Maghreb. Depuis, Mehdi Ben Barka ne dissocie jamais l'avenir du Maroc de celui de l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord, avant d'élargir sa démarche politique à tout le pays africain. Nous y reviendrons plus en détail, un peu plus tard. De retour au Maroc, il participe à la fondation du Parti de l'Istiklal, qui signifie indépendance. Le Parti Istiklal est le creuset des figures majeures de l'histoire contemporaine du Maroc. Ahmed Balafrage est son fondateur, Alal Alal El Fassi, son idéologue et Mehdi Ben Barka son organisateur. En 1944, il signe avec les autres dirigeants du parti, le Manifeste de l'Indépendance. Il est arrêté et passe plus d'1 an en prison, où il a profité pour apprendre la langue anglaise et a donné des cours de français et de mathématiques à tous ses compagnons d'infortune. Tous les prisonniers illettrés doivent savoir lire et écrire avant de quitter la prison. C'était son défi. Après sa libération, étant le premier Marocain licencié en mathématiques, il devient professeur au Collège Royal. Il a eu comme élève le futur roi du Maroc, Hassan II. Ben Barka ne s'est pas contenté d'enseigner les mathématiques, il était un membre actif du mouvement nationaliste. Les autorités françaises découvrent alors son activité au sein du mouvement indépendantiste. En 1951, il est assigné à résidence. Le général Juin, qui deviendra plus tard maréchal de France, le décrit comme l'ennemi numéro 1 de la France au Maroc. Mehdi Ben Barka participe, en 1955, aux négociations qui aboutiront au retour du roi Mohamed V que les autorités françaises ont exilé à Madagascar en 1953. Et, en 1956, avec ses camarades indépendantistes, il participe activement au mouvement nationaliste qui ont mis fin au protectorat et à la présence française et espagnole au Maroc. De 1956 à 1959, Mehdi Ben Barka est nommé par le roi Mohamed V, président de l'Assemblée consultative du Maroc. En 1959, il fonde l'Union nationale des forces populaires du Maroc, de tendance socialiste, et se place dans l'opposition au régime qu'il juge comme un régime du Moyen-Âge qui tendrait à ressusciter les structures moyenâgeuses de la société marocaine. Ben Barka, l'indésirable. En novembre 1962, Mehdi Ben Barka échappe de justesse à un attentat mené contre lui par le général Oufkir. Et lorsque le roi Hassan II décréta l'état de siège, le 16 juillet 1963, Mehdi Ben Barka s'enfuit du Maroc et se réfugie en Algérie. Durant le bref conflit appelé guerre des Sables qui a opposé le Maroc à l'Algérie, il est écœuré par l'amateurisme et l'irresponsabilité du Marocain Hassan II et de l'Algérien Ben Bella. Pour lui, faute de donner une perspective d'avenir à leur peuple, ils font diversion en se battant pour quelques arpents de sable dont même les scorpions n'en voudraient pas, alors qu'au même temps, partout dans le monde, des grands blocs et des empires sont en train de se constituer. D'ailleurs, c'est Ben Barka lui-même qui a demandé à l'influent président malien, Modibo Keïta, rédacteur de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, d'intervenir personnellement auprès de Hassan II et de Ben Bella pour mettre un terme à cette guerre fratricide.
En marge de la conférence de Bamako du 29 et 30 septembre, le président malien Modibo Keïta et l'Éthiopien Haïlé Sélassié ont réuni Hassan II et Ben Bella. Un accord intervient rapidement et un cessez-le-feu entre en vigueur quelques jours après, le 2 novembre 1963. Ben Barka, l'exilé, condamné par contumace par Hassan II, c'est à Alger qu'il s'exile durant 6 mois, en 1964. Ayant été un acteur majeur de l'indépendance de son pays, le Maroc et un soutien inconditionnel à la lutte du Front de Libération Nationale, FLN, durant la guerre d'Algérie, il pouvait se permettre des remarques virulentes à l'encontre des deux dirigeants. Quoi qu'il en soit, Ben Bella ne lui tient pas rigueur pour l'avoir traité d'incapable de donner une perspective d'avenir au peuple algérien. Pendant cette période, il s'emploie à donner une orientation internationale à une convergence des luttes de libération nationale. Ben Barka est marocain, mais aussi un maghrébin convaincu. Pour lui, Rabat, Alger, Tunis et Tripoli, c'est le même combat. Il est persuadé que sans la constitution d'un bloc entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et les pays subsahariens, ils seront tôt ou tard la cible des autres puissances. L'avenir de la région, il le voit édifié sur des fondements économiques avec toutes les ressources énergétiques que recèle le Sahara. Ben Barka se met à rêver d'un réseau de voies ferrées qui relie les pays du Maghreb aux pays du sous-continent africain, en passant par les pays du Sahel. Voilà pour Mehdi Ben Barka ce que les pays du Maghreb et leurs voisins subsahariens devraient faire pour faire face à l'avidité sans limite des anciennes puissances coloniales. À plus de 60 ans plus tard, on assiste aujourd'hui, sur toute l'étendue du continent africain, à la mainmise des puissances occidentales sur les richesses africaines. Pour Ben Barka, tout se jouera dans le rapport de force. Et l'histoire lui a donné raison. Il voyait, comme Nkrumah, Lumumba, Fanon et tant d'autres panafricanistes, plus loin que le bout de son nez. Son inspiration provient de Frantz Fanon et de la pensée contestataire face au néocolonialisme du Kényan Jomo Kenyatta, du Guinéen Kwame Nkrumah et du Tanzanien Julius Nyerere. À cette époque, la capitale algérienne est devenue la Mecque des révolutionnaires. On y retrouvait les dirigeants des mouvements de libération, et d'abord les dirigeants politiques, après les troubles en Angola, en Guinée-Bissau et Mozambique. On y retrouve aussi les exilés politiques des colonies portugaises. Ben Barka a pu rencontrer et discuter avec le Cap-Verdien, Amilcar Cabral, Malcolm X et Ernesto Guevara, avant d'aller au contact des maquis du Congo. Mehdi Ben Barka a trouvé en tous ces hommes qui ne reculent devant rien et dont il est proche idéologiquement, des frères qui le confirment dans son approche anti-impérialiste et qui l'ont aidé à donner à son combat une dimension panafricaniste et mondialiste. C'en est fini de Mehdi Ben Barka le Marocain et Maghrébin. Désormais, son projet est de faire converger toutes les luttes de libération et apporter l'aide nécessaire aux indépendantistes africains, asiatiques et d'Amérique latine. Tout en mettant en garde contre les déviations déjà enregistrées dans certains pays indépendants et au combat contre les alliés de l'impérialisme que sont les éléments antinationaux qui empêchent, pour le compte des puissances impérialistes, la réalisation des indépendances réelles. Ces forces du mal, inféodées à leur maître d'hier, perpétuent le sous-développement et ils constituent un terreau favorable à nouvelles formes de colonialisme, plus insidieuses et extrêmement dangereuses dans la mesure où l'ennemi, avant de débarrasser le plancher, laisse une cinquième colonne, composée de dirigeants africains totalement inféodés à leur maître d'hier. Au-delà des appréhensions de Mehdi Ben Barka, ce fut aussi le cauchemar du Congolais Lumumba, du Martiniquais algérien, Fanon, du Camerounais Moumié et du Ghanéen Nkrumah. Ben Barka, l'organisateur d'une révolution mondiale. Après l'immense travail accompli depuis la fin des années 50, qui lui a valu le surnom de Monsieur Dynamo, Mehdi Ben Barka, ancien président de l'Assemblée constitutive du Maroc et ami de tous les grands révolutionnaires et indépendantistes, se met en route pour fédérer les mouvements anticolonialistes et révolutionnaires du tiers-monde. Dans cette perspective, il rencontre les militants, les dirigeants des mouvements indépendantistes et les chefs d'État et de gouvernement susceptibles de l'aider dans ce combat. Il rencontre entre autres, le chinois Mao Tse-tung, l'égyptien Nasser, Castro, Guevara, Brejnev, Nkrumah, Modibo Keïta, Mandela, Malcolm X et bien d'autres encore. Méticuleux, Ben Barka veut connaître les postures politiques de tout un chacun et avoir des indications précises sur la mise en œuvre d'une démarche globaliste dans les luttes contre les oppresseurs, tous les oppresseurs.